Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Le Guillou et l'intention de cette conférence ce matin c'est de vous donner des retours d'expérience et que vous repartiez avec un petit hack à tester dès lundi dans vos organisations. Alors c'est parti. Mon premier conseil c'est faites contribuer chacun avant ou dans les 10 premières minutes d'une réunion. Vous ne pouvez pas savoir ce que votre audience attend tant que vous ne leur demandez pas le pourquoi ou l'intention de leur venue à une réunion. Donc je me suis prêtée au jeu et j'ai demandé des contributions avant cette conférence à la Sonitech sur les réseaux sociaux en posant deux questions différentes. La première était qu'est-ce que vous attendez d'une conférence intitulée Stop aux réunions soporifiques? Et la deuxième question était une projection que j'ai demandé sous la forme, voilà, projetez-vous à la fin d'une conférence intitulée Stop aux réunions soporifiques. Qu'est-ce que vous avez appris que vous allez appliquer dès maintenant dans votre organisation? Donc voilà les résultats. Donc je ne vais pas rentrer dans le contenu, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Dans les premières réponses, voilà, des conseils pratiques, des idées de format, comment recadrer avec tact quand on n'est pas l'organisateur de la réunion. Et donc mon petit hack associé à ce conseil de solliciter, d'obtenir des contributions avant les réunions, c'est voilà, deux types de questions que vous pouvez poser, soit en amont, soit au tout début de la réunion. Ce que j'attends de cette réunion, et vous faites compléter chacun, ou la question que je veux avoir traitée par exemple en sortant de cette réunion. Okay, ça vous donne des éléments qui fait que ça va être plus facile pour vous pour soit préparer votre réunion, soit pour la diriger au mieux en ayant tout de suite une intention de groupe. Alors, je vais vous inviter à un petit exercice pour ceux qui justement n'ont pas contribué en amont. C'est que je vais vous montrer l'image que je viens de passer là pendant 10 secondes. Vous allez la regarder, prendre le temps de la regarder. Et ensuite, je vais vous demander d'entrer 3 mots-clés en référence à cette image. Les 3 mots-clés que vous inspire cette image. D'accord? Donc c'est parti, je vous montre l'image. Voilà, donc prenez le temps de la regarder. Et maintenant, je vais vous inviter à vous connecter à cette URL sur vos téléphones et à saisir 3 mots-clés. Donc saisissez les 3 mots-clés les uns à la suite des autres, soit avec un espace, soit avec une virgule, pour que ce soit plus facile et vous allez comprendre pourquoi après. Et je vous donne 1 minute pour ça. C'est parti. 3, 2, 1. Et voilà. Alors, donc ce que l'on voit ressortir, Netflix, donc on voit ceux qui ont regardé La Casa des Papel a priori et qui connaissent. Amis, succès, célébration, festif, vin, joie, ensemble, cohésion, puissant, équipe, cohésion, entente, mobile, digital. Donc vous voyez que donc, je l'ai fait volontairement avec un nuage de tags pour voir s'il y avait vraiment des éléments qui ressortaient fortement. On voit qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est plein de petits éléments distincts. Et en fait, donc, ce que je veux vous faire retenir de ce petit exercice, c'est que de toujours garder à l'esprit qu'on a tous des perceptions, des expériences différentes, parce qu'on on traîne tous des bagages différents. Ce qui donne toute une richesse à l'humain, mais ce qui fait aussi que c'est parfois difficile d'avoir ce type ou de suivre ce type de schéma dans le cadre d'une réunion. Je m'entends quand je parle de ce type de schéma, donc c'est très caricatural, mais c'est un peu le fantasme de ce qu'on fantasme tous d'une réunion, soulever des questions en amont ou une problématique, laisser diverger un certain nombre d'idées pour, vers le milieu de la réunion, laisser faire émerger des idées via des thématiques ou en prioriser des idées et puis tendre ensuite vers des actions précises et repartir avec des actions. Donc ça c'est le fantasme des réunions. Dans les faits, on est encore assez souvent dans ce type de réunion où on soulève une problématique ou des questions, on laisse un certain nombre d'idées diverger et puis au moment de converger, on rentre dans des argumentations et on a du mal à obtenir des consensus. Et puis on repart souvent à l'échelle d'intention, donc des il faut, plus que de petites actions très précises. Ça vous parle?
Alors, ce que je veux justement via cette conférence, c'est vous donner un certain nombre d'éléments, donc sous forme de conseils et de petits hacks, comme vous venez de le voir, et tout, voilà, on va en dérouler 25, qui vont vous permettre d'apprendre à mieux ouvrir une réunion, d'apprendre à mieux recueillir des données, à mieux générer des idées et les prioriser, pour bien poser des actions et savoir aussi clore des réunions le mieux possible. Allez, alors, ce que je vous propose, du coup, c'est d'hacker ensemble les réunions. Et pour ça, je vais vous lancer un petit challenge qui est justement de choisir un hack à tester dès lundi prochain, d'accord, et d'en faire un retour au groupe via les réseaux sociaux. Donc voilà, notez ou soyez dans l'intention de retenir le petit hack qui vous intéresse le plus cette conférence. Alors, tout ce qui est conseil et hack pour l'avant, donc la préparation de la réunion. Mon premier conseil, c'est arrêter d'utiliser le terme réunion. Donc, je n'utilise plus du tout le terme réunion dès lors que je suis dans des points de plus d'1 heure. J'utilise le terme atelier. Dès lors que c'est des points de moins d'1 heure, je garde le vocabulaire point d'équipe, point interéquipe. Donc, testez-le. Essayez par exemple pour une de vos réunions de changer l'intitulé dans votre agenda et de mettre atelier à la place. Le terme atelier inconsciemment crée une dynamique beaucoup plus de proactivité et de collaboration. Ensuite, debout versus assis. Je dis souvent, si le corps est réveillé, la tête l'est aussi. Donc soyez dans vos préparations d'atelier dans une démarche où vous allez proposer des activités en mouvement, d'accord ? Vous pouvez très bien, par exemple, commencer un atelier en demandant donc l'intention de chacun, en faisant lever tout le monde. Et vous utilisez une petite softball comme ça, et vous demandez à chacun l'intention que je veux donner à cet atelier, ou la question que je vais avoir traitée à la fin de cet atelier. Chacun complète, et vous faites ça en rond et vous faites passer la softball. Vous créez déjà une dynamique, un mouvement. Mais vous pouvez aussi, pendant vos ateliers, utiliser des formats qui, justement, amènent du mouvement. Le Gallery Walk en est un que j'aime beaucoup utiliser. Le principe du Gallery Walk, c'est... moi, par exemple, je l'utilise souvent dans le cadre d'ateliers d'affinage de fonctionnalités, ou d'user story, pour ceux qui sont en Scrum, où, en fait, je placarde au mur, dans la salle, un certain nombre de posters. Admettons que j'ai 6 fonctionnalités à affiner. Je vais placarder 6 posters. Je vais mettre mon groupe par duo. Et je vais demander à chaque duo de se positionner devant chaque poster comme si c'était une œuvre d'art pour laquelle ils vont contribuer pendant cet atelier. Donc chaque duo se positionne devant la fonctionnalité, donc son poster. Et puis je vais donner 3 minutes et je vais demander à chaque duo donc, de contribuer à améliorer cette fonctionnalité. Donc par rapport au contenu ou la question qui est soulevée sur le poster. Puis au bout de 3 minutes, je fais tourner chacun. Donc dans le même sens, comme si vous étiez dans une galerie d'art et que vous tourniez voilà, dans un sens en allant voir en passant d'un tableau à l'autre. Pensez votre atelier comme un menu. Alors j'aime bien l'analogie du menu parce que je trouve intéressant de penser un atelier en ayant un template type d'atelier que vous maîtrisez. Donc l'idée du menu, c'est de penser par exemple que votre plat principal c'est le recueil de données, ou que l'entrée c'est le recueil de données, que le plat principal c'est la génération, la priorisation de données, et que le dessert c'est de poser des actions. Et puis ensuite, selon le type d'atelier dans lequel vous êtes, vous pouvez peut-être ajouter la musegale qui est l'icebreaker, et puis le digestif qui est la petite activité pour clore et obtenir la satisfaction ou des feedbacks en fin d'atelier. Alors j'ai pris un petit exemple, du coup le hack que je vous propose c'est d'associer une activité à chaque étape. Donc là ce que j'ai pris par exemple, vous pouvez très bien ouvrir un atelier en utilisant par exemple des cartes de Dixit pour savoir un petit peu associer une image à une intention que chacun veut donner dans le cadre d'un atelier. Puis recueillir des données via un format qui s'appelle le Lean Coffee, je vais en parler un petit peu après. C'est un format qui permet de traiter un certain nombre de sujets en peu de temps parce que c'est rythmé par des tranches de discussion de 5 minutes. Puis par exemple, générer et prioriser des idées en utilisant les 5 pourquoi, qui est une activité qui permet d'aller chercher la cause racine d'une problématique en posant 5 fois la question pourquoi. Et puis poser des actions via une petite activité qui s'appelle l'étoile de mer,
qui est une approche permettant de poser ce que je veux garder, ce que je veux arrêter de faire, ce que je veux commencer à faire, etc. Donc via un agencement spécifique. Donc tout ça, vous pouvez aller chercher en tapant les mots-clés. Le but, c'est pas de rentrer dedans, mais voilà, d'avoir des éléments à partir desquels vous pouvez vous inspirer. Et le rôti, c'est un moyen d'obtenir la satisfaction à la fin d'un atelier en votant de 1 à 5 avec la main. Pendant une réunion, je vous conseille, donc une fois que vous maîtrisez justement un template de réunion avec des activités comme ça associées à chaque étape, c'est d'aller encore un cran plus loin et d'utiliser des métaphores. L'usage des métaphores fonctionne toujours bien parce que ça permet de projeter beaucoup plus facilement votre groupe dans un état ou de prendre un peu de distance pour mieux contribuer. Donc dans les métaphores classiques, on a le voilier, l'avion, le sport d'équipe, ou alors vous pouvez aussi aller taper dans des références cinématographiques ou musicales comme Star Wars. Donc le voilier en général c'est très simple, c'est l'idée qu'on est tous sur un même bateau à l'échelle d'une équipe, mais peut-être qu'on n'est pas positionné à un instant T dans notre projet au même endroit. Il y en a peut-être qui sont derrière le gouvernail ou la barre, et puis peut-être d'autres qui traînent derrière, voire même qui sont tombés du bateau, ou certains qui sont malades sur le côté du bateau, ou au contraire en haut du mât. Enfin voilà, toutes les analogies sont possibles. Et l'idée c'est qu'en général on a des vents porteurs, des vents qui portent notre projet, puis des éléments qui au contraire ralentissent le projet, c'est souvent les ancres du bateau. Et puis peut-être que l'objectif c'est une île déserte ou une île magnifique que vous voulez atteindre. D'accord ? Donc jouez avec ça. Et j'ai pris donc pour aller un petit peu plus loin l'exemple de Star Wars. J'ai réalisé un atelier avec mon équipe projet où l'idée c'était de poser des actions spécifiques pour anticiper un passage en TMA de notre projet qui se fait à la fin de l'année 2019. Et je me suis inspirée d'une rétrospective autour du thème Star Wars. Et donc l'idée c'était voilà, pour ouvrir la réunion, face à la problématique donc, de passage en TMA que l'on avait, j'ai demandé à chacun de fermer les yeux et d'écouter la force qui est en lui pour justement aller vers ce passage en TMA. Et puis ensuite vous pouvez aller vers du recueil de données en demandant à chacun d'écrire ce qu'il voit comme le côté clair et le côté obscur de la force face à cette problématique de passage en TMA. Et puis partez en mission d'exploration, l'idée c'était de prioriser des idées. Et puis ici, le what to do par personnage, c'est de poser des actions en référence au personnage de Star Wars. Donc R2D2 de type action de type courage, Padmé action de type diplomatie, Skywalker action de type apprentissage et Yoda action de type conseil aide. D'accord ? Et pour terminer, ce qu'on avait fait, c'était ce qui appelait la cérémonie Jedi, où l'idée c'était que chacun partageait en quoi il voyait chez l'autre un Jedi pour l'équipe par rapport à l'action qu'il avait prise. Ok ? Donc jouez avec ça. Posez un cadre clair avec différentes règles du jeu. Donc des règles du jeu dans le cadre d'un atelier, il y en a plein. Là j'ai choisi d'en prendre une qui n'est pas forcément facile à proposer dans le monde de l'entreprise, mais qui peut être assez puissante, que je propose régulièrement et que je propose aussi dans le cadre de mes formations. C'est la règle des 2 pieds. Alors la règle des 2 pieds, elle vient d'un format d'animation de grands groupes dans l'agilité qui s'appelle le forum ouvert, et qui dit que si vous ne contribuez pas ou si vous n'avez rien à apporter là où vous êtes, prenez vos 2 pieds et allez vaquer à vos occupations ailleurs. Ramener un atelier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Tout simplement, si vous n'êtes pas pleinement présent à cet atelier parce que vous sentez que vous avez mieux à faire ailleurs, ou que vous avez été invité à cet atelier et qu'en fait vous vous rendez compte que vous n'avez pas apporté plus que ça, prenez vos 2 pieds et allez faire ce que vous allez faire de mieux. Je l'introduis aussi dans mes formations en disant, pour l'usage du portable, en disant, voilà, si vous sentez que vous avez un mail auquel vous voulez répondre, que vous avez un texto, voilà, vous devez répondre avant midi ou un coup de fil à passer, du coup vous y pensez, vous n'êtes plus là pleinement présent dans cette formation, sortez, allez passer votre coup de fil et revenez une fois que vous êtes pleinement présent à nouveau. Donc pas facile à introduire dans le monde de l'entreprise, mais assez puissant pour justement être dans un cadre d'atelier avec des gens qui sont là pleinement présents et prêts à collaborer. Plus de prise de responsabilité, moins d'argumentation. Alors ce que j'aime beaucoup pour ça, parce qu'en tant que facilitateur, souvent on est un peu démunis sur, voilà, dès qu'on rentre dans des débats d'argumentation, de quand est-ce que je le coupe, est-ce que j'ai la légitimité de couper ce débat d'argumentation, oui, non. Donc c'est pas toujours simple. Et un petit hack que je vous conseille, c'est d'introduire comme règle du jeu en début d'atelier de s'exprimer à la première personne. Dès lors que vous vous exprimez à la première personne,
vous parlez de votre expérience. Donc vous allez être forcément plus précis que si vous utilisez du il ou du on. Donc de proposer ça, ça fait que les personnes s'expriment à la première personne. On ne pourra jamais contre-argumenter ce que vous dites selon votre expérience. Il pourrait y avoir des personnes en face qui ne sont pas forcément en accord avec ça, qui ont d'autres points de vue. En revanche, contre-argumenter ce que vous dites, c'est votre expérience, donc pas possible. D'accord ? Donc vous minimiserez grandement des débats d'argumentation où on part dans du il ou du on et on ne sait plus trop qui il y a derrière le il et le on. Okay ? Donc pour amener plus de précision et minimiser des débats d'argumentation, introduisez cette règle du jeu de parler à la première personne. Utilisez le non-verbal pour obtenir l'attention d'un groupe et augmenter l'écoute active. Qui est déjà allé voir un match d'improvisation théâtrale? Ok. Donc dans les matchs d'impro, ça se passe dans une patinoire, c'est en référence au hockey sur glace. Et il y a un arbitre qui siffle et qui fait un certain nombre de gestes dans tous les sens, je ne les connais pas vraiment, mais pour siffler des fautes, pour indiquer des fautes. Donc mon conseil là-dessous, c'est de vous inspirer du monde de l'arbitrage, à la fois dans le sport, là je parle du match d'impro, mais c'est inspiré du hockey, pour introduire une manière d'indiquer l'accord ou le désaccord dans des ateliers. Alors ce que j'utilise moi, c'est un petit geste qui ressemble à ça, que j'appelle le couac, et que j'introduis comme règle du jeu en début d'atelier, pour inviter toute personne qui, en écoutant, donc voilà, admettons, tu me parles d'une de tes problématiques dans ton équipe projet, peut-être que c'est une problématique humaine, que c'est un peu sensible. Ce que j'invite à faire, et surtout dans ces cas-là où on veut de l'écoute active, on ne veut pas qu'elle soit coupée parce que voilà, on veut qu'elle puisse s'exprimer pleinement sur sa problématique, si ce que tu exprimes, je sens que je suis en accord ou que j'ai vécu la même chose, le fait de m'accorder avec elle et de l'indiquer, ça va être en faisant ce petit geste. D'accord ? Donc bien sûr, c'est un petit geste que moi je propose. Maintenant, vous pouvez très bien en inventer d'autres. Mais l'idée, c'est d'éviter de couper une personne qui s'exprime, surtout si c'est une personne un peu timide. Les personnes timides, lorsqu'elles sont coupées, souvent c'est dur de réobtenir la confiance derrière pour les faire collaborer, au même titre que les personnes un peu plus extraverties. Donc d'utiliser du non-verbal, ça peut aider à ça. C'est vraiment un moyen d'attester l'accord ou le désaccord tout en gardant cette approche d'écoute active. Ne désignez pas, laissez de la place, n'ayez pas peur du silence. Donc quand vous êtes aussi dans le cadre d'un atelier et que vous voulez faire contribuer un maximum de personnes, n'allez jamais dire « Tiens, toi, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, pour donner ta réponse à tout le monde, au reste du groupe ?» Donc jamais n'allez désigner une personne comme ça. Ne posez pas non plus la question sous la forme « Qui veut commencer ?» Point d'interrogation. Voilà, vous maximisez les chances que vous ayez la moitié de la salle, voire les 3/4 qui regardent au plafond. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment créer de la place en disant « Qui veut commencer, commence ». Et vous laissez la place. D'accord ? Donc on n'est pas dans une question, on est vraiment dans une approche « Qui veut commencer, commence ». Et quand je dis juste avant, n'ayez pas peur du silence, il est possible qu'en proposant qui veut commencer, commence, rien ne se passe dans les premières secondes. Et en tant que facilitateur, ça peut être inconfortable. Et bien justement, votre travail, c'est d'apprendre à intégrer cet inconfort, parce que de mon expérience, il n'y a jamais eu, je n'ai jamais eu aucun cas où personne s'est levé un moment pour contribuer. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment, au bout de quelques secondes, où le leadership d'une personne va prendre le dessus et elle va se lever pour commencer à contribuer et du coup donner l'élan à tout le groupe. Ok ? Timer. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne souvent dans les ateliers, on le répète souvent. Là, c'est pas tant vous le répétez qui est important pour moi, mais c'est de vous donner un petit hack. Alors, je me suis rendu compte, donc c'est le suivant, c'est d'utiliser soit un timer type... c'est une photo ici d'un atelier que j'ai réalisé chez elle récemment, où j'ai posé un iPad sur la table pour que vraiment le timer soit visible. Donc le petit hack, c'est de rendre le temps visible. Pourquoi ? Moi, jusqu'à il y a quelques mois, j'utilisais beaucoup mon téléphone. Je lançais le timer pour un exercice, une petite activité. Je regardais mon téléphone, puis je donnais éventuellement des indicateurs quand j'y pensais de temps restant. Attention à ça, d'avoir le nez rivé. Moi, je me suis rendu compte en allant participer à un atelier, le facilitateur avait son nez rivé sur le téléphone tout le temps. Ça me dérangeait. Et en plus, ça me donnait inconsciemment la permission d'utiliser mon portable moi aussi.
Donc mon petit hack, c'est d'avoir au contraire un timer vraiment posé qui est visible pour tout le monde. Soit il y a une application iPad, soit une horloge numérique, voilà, mais en tout cas que ce soit visible. Diviser pour mieux travailler. Alors là encore, dans le cadre d'un atelier, lorsque vous voulez maximiser la collaboration, ne faites pas travailler tout le monde en même temps. Sauf si vraiment vous êtes moins de 5, c'est différent, mais dès lors que vous êtes plus de 5, divisez par groupe de 2, 3 maximum, voire même faites travailler seul d'abord, puis ensuite amener une restitution de groupe. En tout cas, donc, mon petit axe, c'est d'abord soit réflexion seule ou par petit groupe de 2 ou 3, et un bon timing de réflexion lorsque vous soulevez une question, c'est 3 minutes, puis ensuite vous faites une restitution de groupe. Et ce que je vous conseille en termes de restitution de groupe, c'est que vous faites lever tout le monde, et vous amenez tout le monde soit devant un paperboard, soit devant un tableau, là où vous voulez faire la restitution. Mais hop, en mouvement. Projetez-vous positivement dans le futur avec vos utilisateurs, clients, équipes. Alors il y a un format dont je m'inspire et que j'utilise souvent, qui s'appelle Remember the Future, qui fait partie des Innovation Games de Luke Holman. On peut aller voir, il y en a un certain nombre d'Innovation Games. Et donc Remember the Future, l'idée c'est de projeter vos utilisateurs. Donc admettons que vous soyez dans le cadre d'un atelier avec des utilisateurs pour prioriser les prochaines fonctionnalités de votre produit, par exemple. Pour amener au mieux la collaboration de vos utilisateurs, l'idée c'est de les projeter par exemple à 1 an. Donc admettons vous les projetez en disant voilà, vous êtes le 28 juin 2020 et vous venez d'utiliser mon produit pendant 1 an. Qu'est-ce que mon produit vous a apporté tous les jours ou toutes les semaines qui a changé quelque chose dans votre quotidien ou qui vous a fait gagner du temps? Vous les amenez à visualiser qu'est-ce que pendant 1 an votre produit leur a apporté. Et puis ensuite, vous leur demandez de prendre une feuille et un crayon et vous leur faites écrire pendant 10 minutes tous les éléments qui ressortent ou qu'ils ont visualisés. Et c'est là toute la subtilité de ce format, Remember the Future, c'est vraiment de projeter vos utilisateurs à 1 an pour leur faire visualiser avec du recul qu'est-ce que votre produit leur a apporté, versus poser la question sous la forme qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter. Donc, je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais elle est très très importante. Posez la question qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter, vous ouvrez en grand et il y a de fortes chances que vos utilisateurs n'aient aucune association d'idées. Ou ils vont vous répondre quelque chose, j'en sais rien, c'est vous l'éditeur, proposez-moi une fonctionnalité, je verrai si ça répond à mes besoins. En revanche, si vous les projetez dans le futur et que vous leur faites voir pendant 1 an comment est-ce qu'ils ont utilisé votre produit et que vous leur dites, voilà, fantasmez le produit idéal, hein, vous avez le droit, c'est vraiment une projection, il y a forcément des éléments qui vont ressortir et souvent ils vont vous le partager sous forme de fonctionnalités et vous donner des éléments vraiment, des priorités sur lesquelles vous devez vous orienter pour faire évoluer votre produit. Voilà, donc qu'est-ce que mon produit vous a apporté depuis 1 an versus qu'est-ce que mon produit devrait faire ou vous apporter. Apprenez à poser les bonnes questions au bon moment. Alors ça, c'est la qualité à développer pour moi, pour tout coach / product owner / scrum master, mais même pour tout le monde en fait. On a tous une marge de progression sur apprendre à poser des bonnes questions au bon moment. On fait tous des erreurs en posant des questions fermées, en oui ou non, ou des questions avec déjà une forme de conseil ou de jugement dedans, d'accord ? Et d'autant plus avec nos proches ou en couple, souvent quand il y a un proche ou en couple, votre chéri vous parle d'une problématique ou à une plainte à déposer, on a toujours tendance à apporter des solutions, à vouloir résoudre le problème, d'accord ? Alors que souvent, lorsqu'une personne s'exprime sur une problématique, ce qu'elle veut avant tout, c'est qu'on lui pose des bonnes questions pour qu'elle-même trouve des éléments de solution à sa problématique. D'accord ? Et donc de proposer nous-mêmes des éléments de solution, en disant ah bah oui, tu devrais faire ça. Souvent, ce que l'on ressent, c'est ouais d'accord, peut-être, mais bon, ça marche dans ton cas, dans ton entreprise, parce que ton équipe, elle fonctionne comme ça, mais moi, ça ne marchera jamais dans mon entreprise. Donc, apprenez à poser des bonnes questions, et donc, si vous êtes un peu démunis face déjà des fois des bonnes questions à poser lorsque quelqu'un s'exprime et que vous ne savez pas trop comment réagir, une question qui marche très bien, très souvent, c'est comment puis-je t'aider ?
ou de quoi as-tu besoin? D'accord? Comment puis-je t'aider? C'est-à-dire que la personne qui s'exprime, soit elle veut juste être écoutée et sa réponse à comment puis-je t'aider, ça va être j'ai juste envie que tu m'écoutes en fait. D'accord? Dans ces cas-là, elle vous l'exprimera. Et si elle a besoin d'autre chose, elle vous dira clairement ce dont elle a besoin. Une bonne question vaut mieux que 10 excellents conseils. Donc, mon conseil, c'est d'essayer de prendre conscience de tous les moments où vous posez des questions qui contiennent soit un conseil, soit des propositions, soit un jugement personnel. Et c'est ok parce qu'on a tous des jugements sur tout, mais ce qu'on veut éviter, c'est de poser des questions où on oriente parce que déjà, on sent que la personne devrait aller plus dans cette direction alors que on ne sait pas ce qu'elle veut. Donc un exemple, face à un problème, vous pouvez poser une question très ouverte du type « Qu'est-ce qui serait différent si ce problème était résolu ?» Versus « Tu ne penses pas que ce serait différent si tu faisais ça ou ça ?» Ok? Vous voyez bien la différence. Question ouverte versus question fermée. Et question ici avec déjà une forme de jugement. « Je ne pense pas que ce serait différent si tu faisais ça. » C'est-à-dire que vous voulez déjà orienter la personne dans cette direction. Pensez lean. Soyez conscient de tous ces moments où vous gaspillez du temps. Alors lean en anglais ça veut dire maigre. L'approche lean vient de Toyota, du monde de l'automobile. Elle a été posée pour optimiser les process dans le monde de l'automobile. Si on la ramène au monde de la facilitation d'ateliers, eh bien c'est d'essayer de penser à tous ces moments où on gaspille du temps parce qu'on rentre dans des débats d'argumentation et qu'on ne sait plus forcément comment cadrer ou qu'on ne sait pas comment passer à des actions précises. Donc le petit hack que je vous propose, c'est d'apprendre à faciliter des Lean Coffee. Les Lean Coffee, c'est un format assez facile à faciliter. L'idée, c'est que, voilà, à l'échelle du groupe, en début d'atelier, vous invitez tout le monde à poser les problématiques à traiter, d'accord ? Puis le groupe va prioriser les problématiques via un dot voting. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et une fois que vous avez priorisé donc, les problématiques à traiter, vous amenez le groupe pendant par exemple 5 minutes à échanger sur la première problématique. Et au bout de 5 minutes, vous faites voter tous ensemble, donc tout le groupe, vous faites 1, 2, 3, et vous faites voter le groupe soit pouce en haut, soit pouce en bas. Donc pouce en haut signifiant je veux continuer à discuter de ce sujet ou à traiter de cette problématique. Pouce en bas signifiant je veux passer au prochain sujet. Donc ça, vous vous assurez que la majorité vous montre s'il y a un intérêt sur ce sujet ou si vous pouvez passer au prochain. Et vous évitez de gaspiller du temps dans des débats d'argumentation. Sachez stopper des argumentations à rallonge en obtenant un consensus. Donc un petit peu sur la même idée du Lean Coffee, mon conseil, mon petit hack là-dessous, c'est d'utiliser le Decider Protocol. Qu'est-ce que c'est le Decider Protocol? Donc admettons que vous soyez dans un contexte d'équipe où vous voulez faire un nouveau choix de technologie sur votre projet. Vous avez une technologie qui a été proposée et vous voulez obtenir un consensus à l'échelle de l'équipe pour déployer cette techno sur votre projet. Vous allez faire voter tout le monde, pareil, 1, 2, 3, soit pouce vers le haut, soit neutralité, soit pouce vers le bas. Pouce vers le haut disant ok, je suis pour déployer cette techno. Neutralité signifiant je ne suis pas forcément pour cette techno spécifiquement, mais je me rallie à la majorité, je suis prêt à suivre. Pouce vers le bas, c'est je m'y oppose. Okay. Et donc, là où vous allez vouloir poser l'attention, c'est pour les personnes qui s'y opposent. En général, les personnes qui s'y opposent, il y a 2 cas de figure. Soit elles s'y opposent parce qu'elles ont envie d'exprimer leur opposition. Donc c'est plus un besoin d'attention quelque part pour exprimer leur opposition. Et souvent, une fois que vous leur donnez de l'espace pour exprimer leur opposition et qu'éventuellement vous leur posez la question derrière, qu'est-ce qui te manque pour suivre le reste du groupe et pour aller dans cette direction, et ben ça va leur suffire pour suivre. Parce qu'elles se sont exprimées et qu'elles ont posé pourquoi elles n'étaient pas en accord avec le reste du groupe. Ça, c'est la majeure partie des cas. Le reste des cas d'opposition, c'est le cas où la personne qui s'y oppose a raison. C'est-à-dire qu'elle va amener un élément qui va faire se rendre compte à l'ensemble du groupe du pourquoi tout le groupe a tort. Donc peut-être que c'est un expert qui va donner un indicateur au groupe de bah non, cette techno, en fait, c'est une mauvaise idée de partir avec parce que selon l'architecture du projet, ça ne peut pas marcher
ou selon l'historique du projet, on va obtenir telle ou telle problématique assez vite. Donc c'est une manière assez facile d'obtenir non seulement du consensus, mais aussi de poser un petit peu l'état d'où on est chacun à l'échelle d'un groupe pour prendre une décision qui est claire. Sachez prioriser des idées ou des actions. Alors c'est là que je vous conseille d'utiliser le dot voting. Le dot voting c'est assez simple. Vous avez un listing d'idées ou d'actions, vous voulez les prioriser. Vous allez inviter chacun à voter pour 3 idées. Ou en tout cas avoir trois petits bâtons par exemple, ou 3 checks, soit sur 3 idées différentes, soit éventuellement 3 checks sur la même idée. Mais donc dès lors que vous êtes plus de 5 ou 6, il y a forcément des idées maîtresses qui vont émerger en utilisant le dot voting. Donc très simple à mettre en place. Et mon conseil quand même par rapport à l'utilisation de ce dot voting, si vous le faites comme ça de manière ouverte, c'est ayez quand même conscience des biais humains lors des votes. C'est-à-dire dès lors que vous faites des votes ouverts, il y a forcément des biais humains qui sont présents. Et il y en a 2 principaux. Le premier, c'est que vous allez toujours avoir les mêmes personnes qui vont commencer à voter, d'autres qui vont attendre un petit peu de voir ce qui se passe, et puis qui vont aller voter soit là où la majorité des votes tendent, soit au contraire vont se dire « Ah, je vois qu'il y a ces idées-là qui sont en train de devenir prioritaires, je veux au contraire essayer de sauver plutôt cette action ou cette idée parce que voilà, en opposition à l'orientation des votes de la majorité du groupe. » C'est bien, tu comprends ? Donc très important d'avoir en tête ces 2 biais. Et donc mon petit hack pour justement, dans certaines situations et peut-être sur des prises de décision un petit peu sensibles, de faire plutôt un vote fermé à l'aveugle, c'est tout simplement vous listez vos actions ou vos idées à prioriser, vous mettez un petit numéro devant chacune, et ensuite vous allez demander à chacun d'écrire sur un petit post-it ou un papier les 3 numéros des idées qu'elles veulent prioriser. Et ensuite vous ouvrez tous les papiers et puis vous n'avez plus qu'à comptabiliser pour voir quelles sont les priorités. Sachez passer d'une intention à une action ou un petit pas. Alors, très important pour moi, c'est une erreur que l'on fait souvent. On sort d'atelier avec des intentions. Donc les intentions pour moi, c'est des il faut envoyer moins de mails, il faut déployer cette technologie sur le projet, il faut. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme petit pas pour envoyer moins de mails ? Est-ce que ça veut dire que cette personne à qui on envoie en moyenne 6 mails par jour, demain on essaie de lui en envoyer qu'un seul pour voir ce qui se passe ? Il faut poser moins de questions ouvertes. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que peut-être c'est demain poser au moins une fois la question dans une discussion, de quoi as-tu besoin ? Ou comment puis-je t'aider ? D'accord ? Donc soyez vraiment dans des petits pas, des choses qui ne vous coûtent pas trop d'énergie pour du coup lancer une dynamique pour aller vers cette intention d'amélioration que vous avez. Donc le hack là-dessus pour moi c'est de repérer vraiment la plus petite amélioration possible et de l'expérimenter. D'accord ? Et c'est ce que je vous demande via ce petit hack à retenir que je vais vous inviter à tester. C'est vraiment la plus petite amélioration possible selon vous que vous allez pouvoir tester dès lundi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis peut-être que vous adapterez derrière et ça vous permettra d'aller plus loin ou pas. Donc vous testerez autre chose. Alors l'après-atelier, faites des rétrospectives plus souvent, même des rétrospectives courtes. Et donc pour moi, ce qui est bien comme petit hack, c'est de maîtriser au moins un format facile de rétrospective. Et j'aime beaucoup les formats sous forme de matrice. Donc comme celui-là, le format 4L, vous avez une matrice avec donc, ce que j'ai appris, what I learned, ce que j'ai aimé, what I liked, ce qui m'a manqué et ce que je désire pour la suite. Pourquoi j'aime bien cette matrice ? Parce que donc, non seulement vous avez plusieurs éléments ici de feedback de votre atelier, et en plus vous avez un élément ici de ce que vous désirez pour la suite, qui est donc orienté sur des intentions. Donc là vous êtes souvent à des niveaux d'intention, et vous pouvez partir de ça pour justement poser des petites actions associées à ces intentions. D'accord ?
Sachez demander du feedback, très très important, et j'ai 3 conseils là-dessus parce que pour moi il faut pas, c'est pas non seulement c'est important de savoir demander du feedback, mais aussi de savoir en donner et de savoir en recevoir. D'accord ? Donc cultivez vraiment le feedback dans vos organisations. Alors mon petit hack pour demander du feedback, c'est de soulever une question plutôt du type qu'est-ce qui a manqué à cet atelier versus qu'est-ce que tu en as pensé. Lorsque vous demandez qu'est-ce que tu en as pensé, vous allez souvent avoir des retours de ouais c'était pas mal, ouais c'était bien, c'est bien. Et voilà, donc c'est pas très constructif, vous n'avez pas forcément des éléments de feedback qui vont vous permettre de vous améliorer. En revanche, le qu'est-ce qui a manqué à cet atelier va plus facilement faire une association d'idées qui va vous donner des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous améliorer. Sachez donner du feedback. Alors, le donner du feedback, ce que je vous conseille, c'est de maîtriser une approche qui s'appelle le Perfection Game. Moi, je l'ai découvert dans le cadre d'un projet de coécriture d'un bouquin avec d'autres coachs agiles, où l'idée, c'était que chacun écrive une histoire autour de l'agilité en entreprise. Et tous les autres coachs relisaient, donc moi j'écrivais mon histoire, tous les autres coachs relisaient mon histoire, me donnaient une note en l'état sur 10 et me donnaient aussi des éléments d'amélioration pour tendre vers du 10. Donc c'est l'approche du Perfection Game. L'idée c'est que, voilà, à la fin d'un atelier, vous demandez par exemple à chacun de mettre une note sur 10 de cet atelier et vous demandez des éléments d'amélioration. Voilà, pour ce travail, je te donne 8 sur 10 parce que j'ai apprécié ça et ça et ça. Et pour améliorer, voilà ce que je te propose qui va te permettre de tendre vers du 10. D'accord ? Très facile et pas autant de pression. Alors, quand bien même il y a une note et que ça peut paraître un peu scolaire, ça ne met pas autant de pression que l'approche scolaire de la note parce que ça bouge. L'idée, c'est que ce soit une note qui bouge. D'accord ? Et enfin, sachez recevoir du feedback. Alors, très important, sachez recevoir du feedback. Mon petit hack pour ça, c'est d'apprendre à juste dire merci face à un feedback. Et rien de plus. Alors, vous avez une personne qui vous fait un retour et vous lui dites juste merci pour ton retour ou merci pour ton feedback. Point. Alors, on a trop souvent tendance à contre-argumenter ou à se justifier lorsque l'on obtient un feedback. Or, ce que vous voulez, c'est que les personnes continuent à vous apporter des retours. D'accord ? Et si vous êtes dans une approche où vous contre-argumentez ou vous vous justifiez, vous risquez que la personne en face, elle vous donne plus de feedback la prochaine fois. D'accord ? Donc apprenez vraiment à dire merci. Et c'est un vrai travail parce que des fois, on a des retours qui peuvent nous irriter ou nous rendre en colère. Et votre travail, ça va être de dire merci et de voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que ça vous irrite ou pourquoi est-ce que ça vous met en colère ? D'accord ? C'est comme ça que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et que du coup en face vous allez donner confiance à la personne pour qu'elle continue à vous donner des retours sous forme de feedback. Et mon dernier conseil, célébrez souvent, plus souvent, même des petits pas, même des tout petits pas. Et pour ça, je vais vous inviter à saisir votre petit hack, celui qui vous inspire le plus. Et il y a l'entrée sur toujours la même adresse, wooClap/Sonitech. Donc celui que vous avez envie de tester, mettez le numéro et puis éventuellement donc le hack soit comme il était écrit, soit vous l'adaptez à votre manière à vous, selon comment vous le percevez, vous avez envie exactement de le tester. Et pour ça, je vais vous mettre un petit fond de musique toujours sur l'analogie de la Casa de Papel. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Utilisez le dot button, très bien. Utilisez le Decider Protocol, le hack 41, donc c'est un nouveau hack à inventer, c'est ça ? Apprenez à poser les bonnes questions au bon moment. Ok, alors là, voilà, ça, typiquement, on est dans une approche d'intention. Apprendre à poser les bonnes questions au bon moment. Quelle est la toute petite action que vous pouvez expérimenter sous cette action ? D'accord ? Le petit hack. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment ce qui fait la différence pour être dans une démarche d'amélioration continue en entreprise. Et alors, ensuite, célébrer. Ok, règle des 2 pieds, à tester, être debout.
Le 6, vote d'intérêt sur les débats. Remember the future, ok, d'avoir l'horloge posée. Pensée lean. Repérer la plus petite amélioration possible, ok. Lean coffee. Fin des réunions. Alors c'est quoi fin des réunions? Qu'est-ce qu'il y a sous ça? Quelle est la petite action à expérimenter sous fin des réunions? Hein? Personne n'osait pas répondre. Donc fin des réunions, ça peut être, voilà, pour aller à un niveau un petit peu plus précis, ça peut être tester une activité spécifique en fin de réunion. Donc peut-être que c'est le Perfection Game à tester, peut-être que c'est le rôti où vous amenez chacun à voter de 1 à 5. 1 signifiant j'avais rien à faire là cet atelier, 5 signifiant c'était génial, j'ai vraiment appris un maximum de choses. Et vous amenez aussi chacun à se justifier du pourquoi. J'avais juste une petite question. Oui. Pour repérer la petite amélioration. Oui. Comment ça se repère? Est-ce qu'il y a des éléments factuels, chiffrés, ou alors c'est quelque chose d'un ressenti? Oui, très bonne question. Donc, la plus petite amélioration, c'est quelque chose où vous pouvez facilement faire un check ou un uncheck. Donc là, si vous regardez, par exemple, si on reprend un petit peu les exemples du début, utilisez le dot voting. Alors, pour aller encore un petit peu plus loin, pour être vraiment dans la plus petite, le plus petit pas possible, c'est la semaine prochaine, mercredi, j'ai un atelier. Pour prioriser des idées, je vais utiliser un dot voting dans cet atelier à 15h. Voilà, d'être le plus précis possible. Ça veut dire que le mercredi soir, vous êtes capable de faire un check ou un uncheck de la réalisation de ce petit pas. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais posez-vous la question du pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et du coup, soyez dans une démarche d'amélioration continue pour ça. Donc c'est vraiment de cette idée de check, je l'ai fait, uncheck, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que l'approche d'intention, comme apprendre à poser les bonnes questions au bon moment, c'est très difficile de faire du check ou du uncheck. Parce qu'effectivement, on ne sait pas vraiment si tout le temps on a posé des bonnes questions au bon moment. D'accord ? D'où voilà, poser au moins à la question comment je peux t'aider demain, par exemple, dans une de vos discussions. Vous allez pouvoir checker ou pas si vous l'avez fait. Ça vous paraît clair ? Ok. Donc, donc ce que je vous invite à faire, c'est de le tester. Et pourquoi pas donc de faire un retour via Twitter, sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag de la Sanitech. Voilà, je regarderai. Je vous dirai un petit peu voilà, ce que j'en pense et si ça vous intéresse. Et je vous invite aussi donc à faire un feedback via voilà, l'hashtag application de la Sanitech. Et je vous dirai moi merci. Et juste merci. Merci à vous.